ça. Tout a démarré à Firmi. La sidérurgie, quoi, le pourquoi de l'exploitation du charbon, quoi. On a exploité le charbon pour avoir du charbon pour faire du minerai. Et les hauts fourneaux étaient installés à Firmi, les premiers. Roger Lajoie-Mazinck. Moi, je suis journaliste, aujourd'hui honoraire, 87 ans, donc 42 ans de journalisme. Moi, je suis né à Decazeville et je suis fils et petit-fils de mineurs. Mon grand-père était mineur, il a vécu jusqu'à 88 ans. Mon père était mineur et il a été tué à la mine. J'avais 4 ans et mon frère 2 ans. Nous sommes orphelins de la mine, ce qui nous a permis de faire des études, puisque nous avons été boursiers. Et donc on a pu faire des études, sinon on serait mineur nous aussi. On aurait été mineur aussi. Puisque mon père a été tué à la mine, ma mère étant décédée après, nous avons été élevés par une tante. Donc nous avons été déracinés à l'âge de 4 ans. Et ça m'a pesé beaucoup, ce déracinement, parce que je n'ai pas eu de camarades d'enfance à Decazeville. Je suis revenu en Aveyron en 1965. Quel lien est-ce que vous aviez gardé avec cette terre natale pour vous ? Mais peu, j'étais coupé complètement, j'étais parti à l'âge de 4 ans, vous vous rendez compte, je revenais que pour la Toussaint sur la tombe de mes parents, c'est tout. Hein. Donc j'étais parti, mon grand-père est décédé après, donc j'avais plus personne ici. Donc j'avais aucun lien, donc j'ai dû faire un travail. Alors, j'ai commencé par faire des enquêtes, j'ai parcouru tout le département, j'étais reporter finalement. J'ai commencé par une série d'articles sur le bassin, justement, 50 articles, je crois que j'ai fait un article quotidien pendant 50 jours, voilà. Donc ça veut dire que toute cette histoire du territoire, vous l'apprenez sur le tas ? Je l'ai redécouverte. Redécouverte. Et apprise pour une grande partie, parce que on apprend pas ça à l'école. Hein. Je me suis documenté en rencontrant des gens, hein. J'avais des témoins à ce moment-là, ils n'étaient pas morts. Hein. J'ai rencontré les maires, le député, puis les syndicalistes surtout. Hein. J'ai rencontré tous les syndicalistes. Et donc, on pouvait exploiter partout. Les gens grattaient le charbon, grattaient la terre et trouvaient du charbon, etc. Puis un beau jour, il y a des gens qui ont acheté des concessions, des notables qui ont acheté des concessions. Donc, l'exploitation est partie de là. Après, il y a eu des concessions, puis interdiction de faire de la recherche privée. C'est comme ça que s'est développée l'industrie charbonnière. Ouest-Aveyron, premier quart du 19e siècle. Aubin, avec ses 3000 habitants, est le bourg agricole autour duquel gravitent des petites bourgades. Il y a Firmi et ses vignes, Viviers et ses marécages, Cransac et ses eaux thermales. Decazeville n'existe pas encore. En lieu et place, existe un hameau où seule une ferme est installée, la ferme de La Salle. L'essentiel de l'activité, partout dans le bassin, est agricole. Là, je vous refais faire un saut dans l'histoire. Si on se resitue au 19e, vraiment au début de l'activité minière jusqu'à la création de Decazeville, comment est-ce qu'elle débute, cette histoire minière dans le bassin ? Elle débute par l'installation des hauts fourneaux à la Forésie de Firmi. Donc les premiers hauts fourneaux seront coulés, les premières fontes. Voilà. Donc ça débute là en 1828. Première coulée, à Noël 1828. Et rapidement, donc, ces hauts fourneaux seront insuffisants en capacité. Il faudra donc essayer de développer et on s'installera à La Salle, un village donc tout près de Firmi, qui deviendra plus tard Decazeville en prenant le nom du fondateur qui est le duc de Cazes. Nous sommes à l'aube de la révolution industrielle et au lendemain de grandes découvertes. La machine à vapeur, le gaz de houille et l'électricité viennent bousculer toute l'économie. C'est le début de la révolution du charbon, bien connu déjà comme combustible et dont il va falloir accélérer l'extraction pour répondre à la demande partout dans le monde. Dans le bassin d'Aubin, à fleur de sol comme en profondeur, le charbon est présent partout, en couches épaisses, tout comme le minerai de fer, en quantité. En 100 ans, la production mondiale de charbon va être multipliée par 70. De 10 millions de tonnes produites en 1800, elle passera à 700 millions de tonnes en 1900. Le bassin d'Aubin en sera un acteur majeur en France. En 1810, une loi vient réglementer le droit d'exploiter le sol. Elle entérine un régime légal à la propriété des sous-sols et acte la création de concessions qui deviennent des propriétés transmissibles. À partir de là, cette loi ouvre la voie à de grandes sociétés capitalistes et à l'ère des riches compagnies houillères qui, peu à peu, absorberont les petites concessions. C'est en 1826 que le duc de Cazes, ministre, diplomate et désormais chef d'industrie, saisit l'occasion en Aveyron. Il fait partie de ceux qui entrevoyaient les énormes besoins qu'allait avoir la France dans le domaine métallurgique après les années de retard qu'elle a accumulés dans le progrès technique, notamment pris vis-à-vis de l'Angleterre. Le duc de Cazes crée ainsi la Compagnie des houillères et fonderie de l'Aveyron, dont la première coulée a lieu à Firmi
5 ans plus tard, par ordonnance royale, la commune de Decazeville est officiellement reconnue. Elle compte déjà près de 2800 habitants. Il y avait du charbon dans tout le bassin, parce que le charbon affleurait, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était à fleur de terre. Et donc, on pouvait exploiter partout. Les gens grattaient la terre et trouvaient du charbon, etc. Puis un beau jour, il y a des gens qui ont acheté des concessions, des notables qui ont acheté des concessions. Donc, l'exploitation est partie de là. Quel a été le rôle du duc de Cazes à ce moment-là? Est-ce qu'il a été un simple investisseur ou est-ce que c'était un visionnaire? Et les deux, c'était les deux. Visionnaire et investisseur. Visionnaire parce qu'il avait vécu ça en Angleterre et investisseur parce qu'il avait les moyens. Et donc il s'est adjoint les services de Cabrol qui était l'ingénieur, donc le technicien. L'affaire a bien tourné, a bien marché. Et la preuve, il y a eu un développement considérable. Dans la fabrication des rails notamment. Qu'est-ce qu'il importe d'Angleterre? Il importe les techniques. Ouais, il y a d'ailleurs des techniciens qui viennent d'Angleterre pour encadrer un petit peu la main-d'œuvre locale. Et justement, cette main-d'œuvre, qui est-elle au début? Est-ce que c'est vraiment les gens du coin? C'est les gens du coin. Il y a simplement un encadrement, je vous dis, avec notamment des techniciens anglais, mais c'est de la main-d'œuvre locale, tout à fait. Ce sont des paysans ouvriers, donc des gens qui travaillent leur terre et qui vont travailler donc à la mine dans la journée. C'est pas à temps partiel ni saisonnier, mais disons que les gens font valoir leur propriété et travaillent à la mine. Donc il y a beaucoup d'absentéisme. On remarque notamment que les ouvriers paysans s'absentent lorsqu'il y a des travaux de champ à faire ou des vendanges à faire. Et donc il y a une rivalité qui s'installe avec les gens du cru qui sont typiquement mineurs, qui sont eux, qui vivent uniquement de leur salaire de la mine. Je prends l'exemple de mes grands-parents, de mon grand-père. Ils sont 3 frères qui sont ouvriers agricoles dans le Lot, donc dans les années 1890, alors qu'on relance la machine, c'est de l'exploitation, après une période difficile. Ils viennent tous les 3 s'embaucher à la mine de Decazeville, 3 frères. Et donc, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Il n'y a plus suffisamment de main-d'œuvre ici, on appelle des gens de l'extérieur. Quand on regarde les recensements de l'époque, on s'aperçoit que les gens viennent de partout, toute la région. Alors, je ne parle pas simplement d'Aveyron, il y a du Lot, comme je le dis, le cas de mon grand-père, et puis également un peu le Cantal. Mais bon, c'est vraiment centré autour de Decazeville, dans un grand rayon. Mais Decazeville, on a eu jusqu'à 6000 mineurs avant la récession, là, dans les années après la libération, Pour continuer l'exploration de cette histoire encore à fleur de peau dans le bassin, j'ai rencontré Joël Borne. Joël Borne, Decazevillois pur et dur, journaliste et ancien membre de la SPIB aussi. Michel Hérens. Michel Hérens, alors, coprésident de la SPIB. Si tu veux, président fondateur. Allez. Et René Tomczak. René Tomczak, Tomczak. En polonais, c'est Tomczak. Moi, je suis secrétaire adjoint, c'est tout. Association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Decazeville-Aubin. Tous investis dans l'association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Decazeville-Aubin, la SPIB, qui ont ouvert un musée, il y a 20 ans, à l'entrée de Decazeville. Vous avez en tête, vous, le nombre de kilomètres de galeries qu'il y a dans le sous-sol? Là, le problème, elle m'a posé la question. Ça, j'aimerais bien savoir. Déjà, l'exploitation ici en galerie, c'était pas le top, c'était pas le summum, puisqu'il y a eu 65 découvertes. Donc, il suffisait de gratter un peu pour avoir du charbon. Et des couches de charbon de l'ordre de 80 mètres, 80-90 mètres quand même. Mais alors c'est difficile à dire parce que en termes d'exploitation, on creuse une galerie, il y a ou il n'y a pas. Même s'il y a, on va au fond et puis on passe à côté et on éboule ou en remblai. Donc des galeries, il y en a partout. Il y en a eu partout. Et puis, alors, il y a des images assez intéressantes là, qu'il faut voir où on voit les galeries. Mais en fait, il y en avait partout des galeries. Quand tu regardes, quand tu observes un peu le paysage, tu vois des entrées, des vieilles entrées obstruées et tout. Et alors, tu vois, là, tous les puits de mine avaient un nom. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les mineurs ici avaient un surnom. Ah oui, ça. Voilà. Alors, le Cugnao, le Futailleur, enfin, vous en savez plus que moi, mais chaque mineur avait son surnom. Mon père, c'était la masse. Et on les a mis sur un livre. Une force de la nature. Alors. Voilà. Ouais. On les a mis sur un livre, les surnoms. Ouais. Oui, sur Mines et Mineurs.
Séville-Villars. Ouais. Ça c'est très intéressant parce que chacun, le futailleur, moi à Agnac, il y en avait un, c'était le futailleur, parce qu'en fait il avait une petite vigne et donc il faisait des fûts, tu vois, pour mettre le vin, des barriques, tout ça. Bon voilà, donc c'était le futailleur. C'était caractéristique soit du physique, Ouais. soit des habitudes Du personnage. Ouais. Du personnage. Ouais. Alors, moi, je me souviens, il y en avait un voisin, il avait un grand coup, il l'appelait col des rites. Coup de canard. Ouais, et j'ai un autre, alors lui, il avait toujours des bretelles, il l'appelait bretelles. Et c'était par rapport toujours à quelque chose. C'était marrant quand même. Ouais. Et souvent, c'était le surnom qui prenait le dessus sur le nom. Oui. Ouais. Obscurité quasi totale, chaleur étouffante, les pieds dans l'eau, le bruit, les conditions de travail des mineurs étaient non seulement pénibles, mais dangereuses. Dans les premières années, le charbon était transporté à dos, après avoir été abattu au pic. Les journées de travail duraient 12 heures jusqu'en 1912. Bien que le travail des enfants de moins de 10 ans ait été interdit par la loi en 1813, on trouve jusqu'au milieu du siècle des enfants de 7 ans employés comme galibots. En 1874, c'est le travail des femmes, au fond, qui est interdit. On les retrouvera alors dans les travaux à la surface pour charger les wagonnets ou trier le charbon. L'exploitation du charbon se faisait au pic à l'époque. À l'époque de mon père, ça avait déjà changé, puisque mon père a été tué au marteau-piqueur. Donc son marteau-piqueur a touché une mine qui a explosé et qui l'a détruit. Donc c'était déjà, moi en 1939, il a tué mon père. Donc déjà on était passé à une exploitation beaucoup plus moderne techniquement, quoi. Mais à l'époque c'était au pic. On commence à piquer le charbon, on commence à boiser pour consolider les gâteries, puis on pique. Et j'ai pas connu mon père, donc j'ai pas connu, je le revois, j'ai pas connu mon père pour en parler, quoi. Donc je peux pas. Et est-ce que c'était les mêmes mineurs qui piquaient et qui transportaient ensuite ? Ah non, pas du tout, non. C'était une spécialité. Il y avait le maître mineur qui était le chef, puis il y avait les piqueurs, il y avait un tas de spécialités qui chacune avait un indice qui représentait ce qu'ils allaient gagner, sans doute. Et dans la réalité du 19e siècle, puis du début du 20e, est-ce que mineur, c'était un métier qui était reconnu ? Est-ce que c'était une bonne place ? Oui, bien sûr, surtout au niveau salaire, hein, surtout. Voilà. Évidemment, on éludait le risque. Hein. Oui, c'était une bonne place, et de bonnes retraites par la suite, lorsque la retraite a existé, bien entendu. Il y avait des femmes qui étaient embauchées aussi dans certaines tâches, comme laveuse, notamment au lavoir, surtout, oui. Les femmes travaillaient à la mine, oui, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, et des enfants, bien entendu, aussi, oui. Oui, cette époque-là, la grande époque, bien avant, quoi. Ça ressemblait à quoi une journée de travail ? À l'époque de votre papa, peut-être ? Oh. Mon père, il avait plusieurs activités. Il avait ses 8 heures à la mine et il allait travailler dans un garage parce qu'il était fou d'automobile. Il était mordu d'automobile. Il jouait au quilles, il jouait au foot, il faisait le jardin. C'était des journées interminables. À la mine, c'était 8 heures de travail. Ouais. Au début, il devait y avoir plus de 8 heures. Hein. Au début, oui, non, mais... Là, attends, 8 heures, ça dépend de l'époque, ouais. Ouais. Ça dépend de l'époque, hein. Bon, à partir de 46, bon, après, avant, je sais pas. Après nationalisation, avant, c'était sûrement c'était 10 heures, ouais. C'était 10 heures, 10-12 heures. Ouais. Donc, ceux qui commençaient le plus tôt, c'était à quelle heure ? C'était pas 6 heures. Et après, donc, ils se relayaient dans la journée. Oui. Tout le monde mangeait au fond ? Ah oui, quand ça compte, c'était au fond. Chacun ceux qui étaient au fond, ils étaient au fond, ceux qui étaient en surface, en surface. Ouais. Ils se retrouvaient quelque part. Il y avait un temps de casse-croûte. Voilà. Ouais. Et le soir, ils avaient l'habitude de se retrouver, il y avait des temps de... Ah mais le soir, oui, il y avait des bistrots, mais c'était surtout le samedi soir, les bistrots. Et les jours de paye aussi. Et les jours de paye, oui. Les jours de paye, ça picolait pas mal quand même.
Il y en avait que la paye, ils ne ramenaient pas grand-chose. Ouais, c'est un peu comme les marins, quoi. Les mineurs, c'est un peu comme les marins. Quand les marins reviennent à terre, ils rentrent pas à la maison, ils vont au bistrot. Et les mineurs, c'était un peu ça. Enfin, moi, les témoignages que j'ai lus, non, mais il y en avait beaucoup. Dès qu'ils touchaient la paye, hop, ils passaient au bistrot avant de rentrer à la maison. C'est vrai que je vais te dire que j'ai un souvenir de mon grand-père. C'est mon père qui allait payer les notes au bistrot. Hein. Parce que les notes, elles étaient... C'était des habitudes. Alors la femme du bistrot téléphonait. Regarde, l'affaire Vatrin. L'affaire Vatrin, elle est née un peu de ça, ce marasme qu'il y a eu. Bon, le marasme économique général, mondial. Mais il y avait des coopératives. Donc les gens, ils allaient à la coopérative, ils ne payaient pas. Mais c'était retenu sur la paye. Avec le marasme, on a diminué les temps de travail. Je fais des raccourcis là. Hein. On a diminué les temps de travail. En diminuant ces temps de travail, on a diminué les payes. Et même ici sur le Gazville, même il y avait des payes qui étaient bien diminuées par rapport à ce qu'elles auraient dû être. Sauf que quand on a enlevé ça de la coopérative, il ne restait plus rien. Il ne restait plus rien. Et donc, c'était la misère. C'est-à-dire que toute la vie des mineurs, elle était fléchée, quoi. Des mineurs et des ouvriers aussi, des parce que, à Vieille-Montagne, ils avaient leur propre coopérative aussi, où ils fabriquaient le pain. C'est à part, Vieille-Montagne. Vieille-Montagne, c'était l'entreprise de pointe. Pour l'habitat ouvrier. Et c'est pour ça qu'à Viviers, on a un habitat ouvrier de qualité. Voilà. On ne va pas dire confortable. Mais Vieille-Montagne a toujours veillé, alors c'est très paternaliste. C'était ce qu'on appelait le patronat paternaliste, quoi. Mais, alors ça restait le patronat, mais ça avait quand même de bons côtés, quoi. Et oui, de bonnes payes, logement, machin, bon. Le petit jardin pour les ouvriers, voilà. Oui, pour les occuper, pour pas qu'ils aient au bistrot. Et oui, c'est ça. Non, mais bon, quand on rentre calculé quand même. Hein. Quand on rentre dans le détail, mais il y a leur coopérative, leur machin, etc. Ils avaient un peu la même mise sur le personnel. Ils les gardaient, voilà. Oui, et puis c'était plus petit déjà, Vieille-Montagne, fait Vivier, autour de l'usine, il y avait tout. Ils avaient fait des bâtiments pour les ouvriers, il y avait les maisons pour les ingénieurs sur les hauteurs. Les ouvriers étaient en bas, dans la vallée, les uns contre les autres. Ce qu'on appelait des corons à Vivier, c'est le seul endroit encore où il y a vraiment des corons. Elles y sont encore. Elles y sont encore. Et c'est un habitat relativement de qualité. C'est-à-dire que ce patronat paternaliste, il partait du point de vue qui était pas bête. De se dire, si on a une main-d'œuvre qui est finalement en bonne santé, qui est à peu près bien dans sa peau, mais il va être productif dans l'usine. Et donc c'était un retour un peu gagnant pour le patronat, quoi. Voilà. Et quand on discute avec des gens qui ont travaillé à Vieille-Montagne, Wally, dans son dernier spectacle, qui est très bien, il raconte un petit peu l'histoire de son père qui était ouvrier à Vieille-Montagne. Et à un moment, il lui pose la question à son père pour savoir s'il était heureux. Et puis finalement, son père, il lui dit, oui, on était heureux quand même, quoi. On était ouvriers, mais mine de rien, quand même, ils avaient une certaine qualité de vie, entre guillemets, pour des ouvriers. Voilà. Et mais c'est vrai que c'était complètement différent, Vieille-Montagne. C'était différent. On le voit maintenant. On appelait les villes champignons, un peu, tu sais, comme aux États-Unis, là où il y avait les chercheurs d'or. Mais ici, c'est un peu pareil, quoi. C'est les villes qui ont poussé de façon un peu sculironée, de façon un peu anarchique. Il n'y avait pas véritablement de plan d'urbanisme. Voilà. Il y avait une rue principale. Et allez, on collait les maisons les unes aux autres. Après, on en faisait une autre petite à côté. Voilà. Tu le vois bien sur les plans. Sur les plans, ça se voit très bien, ça. C'est ce que dit Lavilliers. Tu sais, moi, je cite souvent Lavilliers parce que je me retrouve dans ses chansons. Quand il dit on n'est pas d'un pays, mais on est d'une ville où la rue artérielle limite le décor. Et la rue artérielle, ici, c'est la rue Quérade. Voilà, c'est-à-dire c'est un boyau, un long boyau. Voilà. Et après, quand tu es au Gars, la traversée d'Aubin, c'est pareil, c'est une rue principale avec plein de maisons ouvrières collées les unes aux autres. Voilà. Alors c'est vrai que
d'un point de vue architectural, ça n'a pas toujours un grand intérêt. Même s'il y a quand même quelques maisons, il y a de belles maisons. Alors souvent les belles maisons, ce sont les maisons des ingénieurs. Voilà, moi j'ai fait quelques recherches un peu sur l'habitat ici. Tu as deux habitats distincts. Tu as l'habitat ouvrier et puis tu as l'habitat des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils se retrouvaient dans les endroits les mieux ensoleillés, souvent où c'est qu'il y avait le moins de bruit, voilà, enfin, où il y avait quand même un environnement plus favorable. Et bien après, on construisait les maisons des ingénieurs voilà, groupés, dans ma rue là-bas. Dans ta rue, c'est la rue des ingénieurs. C'est les ingénieurs, fallait. Pendant les 2 guerres mondiales, donc l'activité est particulièrement intense. Oui, les mineurs ne sont pas mobilisés. Hein. Ils sont réquisitionnés. Et donc, s'ils sont mobilisés ou s'ils sont faits prisonniers, lorsqu'ils reviennent, ils sont affectés directement à la mine. Oui, il y a un point intéressant à ce sens que les mineurs... et c'est encore valable à mon époque, pendant la guerre d'Algérie. Mais mes copains, donc, j'avais des copains mineurs à Carmaux qui viennent faire... Ils font 4 mois de service militaire, alors que moi j'en fais 30, et ils reviennent à la mine. Ça a toujours été le cas où les mineurs, parce que c'est primordial d'avoir du charbon, et c'est encore plus important pour les machines à vapeur, pour faire fonctionner l'industrie, il faut du charbon, donc les mineurs sont maintenus à leur poste. Mais il y a quand même un appel à une main-d'œuvre étrangère qui est fait à ce moment-là. Absolument, oui, bien sûr, oui. Et oui, parce qu'il faut de la main-d'œuvre pour exploiter, il faut du charbon à outrance, et donc il faut du monde. Hein. Et ils arrivent d'où les mineurs à ce moment-là? À ce moment-là, ils arrivent ils sont déjà arrivés, au moment de 14-18, ils sont arrivés de Pologne déjà, ça a commencé la Première Guerre mondiale. Et là, ils arrivent d'Espagne, ça commence à venir du Maghreb aussi, voilà, et l'Italie. Et là, c'est les mineurs qui arrivent en sachant qu'ils vont s'installer durablement ici? Je suppose, de toute façon, il y a des cités. On a la cité des Italiens, on a des cités qui se créent pour les accueillir, notamment de Casville, je parle de Casville. Donc oui, ils s'installent pour rester. Tant qu'ils sont venus parce qu'en Italie, il y a Mussolini, en Espagne, il y a Franco, donc ils sont venus un petit peu dans une république qu'ils pensent meilleure que là où ils vivaient avant. Et donc, c'est les familles qui vont rester. C'est vraiment la diaspora, et sans problème, et on n'a jamais entendu parler de difficultés au niveau ethnique dans le bassin. À quel moment est-ce que les syndicats entrent en jeu? Dès le début, puisque Decazeville est pratiquement à l'origine du syndicalisme ouvrier, puisque la grève de 1886 marque le départ des représentants de la classe ouvrière à l'Assemblée. Donc ils viennent tous ici à Decazeville en 1886 pour prendre la défense des mineurs. Donc ils viennent pour les procès, témoigner, ils viennent pour les défendre, ils viennent pour les manifestations. Ça démarre à ce moment-là, c'est le début du syndicalisme ouvrier. Et ce début se fait à Decazeville notamment. Parce qu'il y a eu des luttes en permanence. Les sociétés n'ont pas arrêté de baisser, de remonter avec des changements de propriétaires qui font qu'il a fallu constamment rester sur ses gardes et constamment se battre pour maintenir les acquis qu'on avait pu avoir et obtenir de nouvelles conquêtes sociales. À quoi elles étaient dues ces montagnes russes des sociétés minières? Elles sont dues à la volonté politique des actionnaires, ceux qui voulaient ou ceux qui ne voulaient pas, hein, selon le libre-échange ou pas le libre-échange, selon les accords qui étaient passés avec les autres pays, avec les autres bassins, enfin tout était lié, en bien et en mal. Et comment est-ce qu'elles étaient vécues dans Decazeville, pour le coup, avec les habitants, les femmes, les enfants? Comment on vivait au rythme de... Il y avait énormément de grèves, il y a eu énormément de mouvements sociaux. Hein. Alors les plus importants, c'est 1886. L'affaire Vatrin, c'est une révolte des ouvriers contre la direction, et qui sont révoltés au plus haut point, puisqu'ils ont massacré l'ingénieur. Ils sont les femmes notamment qui l'ont piétiné, qui ont l'amené à mort. Donc c'est cette affaire-là qui s'est passée en 1886 devant la mairie de Decazeville. On lui reprochait son autorité. Et à ce moment-là, la société des mines était tellement puissante qu'elle voulait imposer jusqu'à ses propres magasins, ses propres achats aux ouvriers. On ne donnait plus de salaire, on retenait sur le salaire ce qu'on achetait, etc. Donc, si vous voulez, l'ouvrier était pris dans un engrenage tel qu'il n'était plus lui-même, quoi. Et donc, ça s'est envenimé, et donc Vatrin a été massacré. Et puis après, il y aura les grèves au moment du Front populaire, il y aura les grèves de 1948, et puis on arrivera aux grèves de 1963, et puis on arrivera de 1961, pardon, et puis 1963, on n'arrêtera pas d'avoir des mouvements sociaux, parce que la situation politique le commande, quoi. Et on reproche donc, il y a la nationalisation qui arrive au lendemain de la libération, et là, à ce moment-là, on fait de la houillère une structure monolithique, en ce sens que
elle ne peut plus qu'exploiter du charbon, on lui interdit de valoriser son produit. C'est-à-dire que si on avait permis à ce moment-là à la structure qui est créée au lendemain de la libération de diversifier sa production, on ne serait peut-être pas arrivé là où on en est arrivé, en tout cas aussi rapidement. Donc on a voulu faire une structure monolithique, vous faites du charbon, vous êtes ouvrière, vous faites du charbon, uniquement du charbon, et même pas de se préoccuper de ce que ce charbon allait devenir ou pas devenir. Donc les problèmes sont venus en gros de là, d'autant qu'il y a eu la fameuse CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a fait que la politique est devenue européenne et qu'on a rapidement condamné les petits bassins, dont les bassins de Cazeul. En fait, de Cazeul, il y a eu beaucoup de crises. Entre deux guerres, il y en a eu plein. En fait, je veux dire, ça a toujours été un yo-yo de Cazeul. Hein. Il y a eu des périodes prospères. Après, il y a eu des périodes vraiment de grande crise où il y avait beaucoup de chômage, il n'y avait plus de travail, puis ça repartait. C'est un peu ça, quoi. Voilà. On était victime. Enfin, moi, l'analyse que j'en ai faite, moi, on était victime de l'ambiance générale. Ouais, du contexte. Qu'elle soit nationale de Cazeul, quoi. Ouais. Oui, c'était général. Ouais. Qu'elle soit en France, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit même internationale. Et on a toujours subi. Pourquoi? Parce que c'est un trou. On a un trou ici. Ah, oui. Moyen de communication. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ni la route, ni l'air, ni l'eau, et le rail un peu. Puisque, bon, tous les rails du sud de la France ont été faits par les compagnies de Cazeul et d'Auvin. Cet isolement et ces petites sociétés, parce que c'était des petites sociétés par rapport à d'autres, ça subit toujours un contre-coup qui est beaucoup plus fatal que... Et même aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est pareil, ça ne change pas. Hein. Il y a eu plusieurs époques, là. Il y a eu les époques... avant la nationalisation et après la nationalisation. Avant la nationalisation, disons, à partir des années, si c'est les années 39, c'est après 39, puisque les années 30 c'était des crises, hein, c'était période de crise, donc... mais après la nationalisation, le mineur, il gagnait bien sa vie. Il gagnait bien sa vie. Mineur, premier ouvrier de France. Bon, il y a eu les premiers mouvements de 36. Premiers mouvements de 36 qui ont quand même été assez importants. Puisqu'on est arrivé au premier congé payé. Mais toujours pareil, dans un marasme, un contexte national qui était pas sain, quoi. Qui était instable. La preuve, c'est qu'en 1939, on s'est foutu sur la gueule avec... Après, il y a eu d'autres crises. C'est l'après-guerre où on ne pouvait pas supporter de devoir travailler plus pour remonter le pays, parce que c'était toujours les mêmes à qui on demandait de faire des efforts. C'est imagé. Hein. Et là, on est arrivé à une crise politique, parce que c'était politique, 48 c'était politique, et donc où il y a eu quand même au niveau des syndicats, il y a eu pas mal de batailles, et puis il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Il y a des archives qu'on ne retrouve pas, bizarrement, je ne sais pas. Là, c'est quelque chose... Et puis alors après, là on tombe sur les années 50, où alors là, à l'annonce de la fermeture des mines et tout ça, alors là, et là les syndicats ils font front. Si on peut le résumer comme ça. Et après la nationalisation, qu'est-ce qu'elle change alors? 46. Et c'est-à-dire que là, le mineur, si tu veux, après il avait un véritable statut, quoi. C'est-à-dire il avait de meilleures conditions, ce qu'on disait tout à l'heure, des meilleures conditions quand même de travail, meilleurs salaires, et puis on reconnaissait la qualité du travail du mineur, parce que le mineur, ils ont participé à la reconstruction du pays, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les publicités de l'époque, tu vois, qu'est-ce qu'on mettait en avant? On mettait les mineurs, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que ça a duré, ça a duré les belles années de la mine, ça a duré 30 ans. Même pas, puisque le fond, ici, l'annonce, c'est le plan Jeannenet, c'est les années 60, quoi, où on commence à dire, avec l'Europe, on va fermer des mines. C'est 50, hein. Oui, fin des années 50. Ouais. Non, c'est 50. 50, ouais. Oui, non, c'est 50. En 50, c'est...
C'est le plan CK. La CK, ouais, la CK. Plan CK, plan du charbon et de l'acier. On va manger le charbon et l'acier des Allemands, parce que poussé par les Américains, de peur que l'Allemagne se réarme. Donc bon, eh bien, on va leur bouffer leur truc. Et nous, on décide la fermeture de nos mines sur une période de 50 ans. En France, et de la sidérurgie aussi. Seulement, on prend le temps, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Et donc, à l'époque, Ramadier n'est plus président du Conseil en 50. Qu'est-ce qu'il fait? Il a quand même un certain pouvoir, il fait monter la centrale de Panchaud, la centrale thermique, pour utiliser le charbon de Panchaud pour cette centrale thermique, de façon à ce qu'on puisse continuer l'activité un peu plus longtemps qu'ailleurs. Il y a une justification derrière l'utilisation. Voilà. Et ce qui s'était un peu passé en 1942 pour les mines de Bouquiès. 1842. Le plan, il est mis en route. La programmation de la fermeture. La programmation de la fermeture des mines en France. Première mine à fermer en France, Decazeville, mine de fond. Passage de De Gaulle le 21 septembre 1961 à Decazeville. On était 150 sur la place de Cazes à peu près à le recevoir. Il a chanté la Marseillaise tout seul avec le maire, Monsieur Rouquette à l'époque. Il y avait un boycott. Ah oui, sur le passage, tous les volets étaient fermés. Jamais l'histoire minière n'a été un long fleuve tranquille. Les époques prospères succédaient à de graves crises. À peine consommées les belles années de la mine, qui ne dureront qu'une paire de décennies, le déclin est amorcé et la planification de fermeture des mines actée. C'est la fin de ce premier épisode consacré à l'histoire du bassin minier de Decazeville. Rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Vous pouvez retrouver dès à présent tous les précédents podcasts de Finta sur le site www.fintapodcast.fr, me retrouver sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Si vous aimez Finta, dites-le autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter pour que le podcast continue son bonhomme de chemin. À très vite.